Bonsoir à tous, bienvenue à Audencia. Je suis Christophe Mouillet, je suis responsable du développement des partenariats entreprises à Audencia. Excusez-moi. Merci de votre présence pour cette rencontre témoignage sur le rebond que nous avons organisé avec notre partenaire EY, partenariat que nous avons développé dans le temps avec ce partenaire autour de différents sujets. Ça a commencé par le soutien et la participation à la conception de la filière audit. Et ça a perduré. Et aujourd'hui, EY est également partenaire de la recherche à travers la chaire Entrepreneuriat familial et société à Audencia. Nous avons voulu cette conférence avec EY et son partenaire 60 000 rebonds parce qu'il traite d'un sujet essentiel pour une école de management comme Audencia qui prône l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc nous vous remercions de votre présence. Nous remercions également de leur présence les diplômés qui nous suivent sur Audencia Télé en direct et nous vous souhaitons à tous un excellent moment. Merci. Bonjour, bonsoir François Massé, je suis associé EY pour le pôle Ouest à Nantes. Écoutez, ce soir, on est très heureux de participer à cette conférence. EY, effectivement, comme l'a rappelé Christophe Mouillet, EY et Audencia, c'est effectivement une longue histoire. On est, comme il l'a rappelé, dans la chaire entrepreneuriale. On remet tous les ans le prix de la meilleure association aux élèves. Et puis cette année, une nouveauté, puisque mardi prochain, Jean-Pierre Letard, notre président, va parrainer la promo 2017, donc la promo qui est rentrée cette année, et donc la promo grande école, et donc c'est pour nous une belle reconnaissance d'avoir notre président qui vienne parrainer cette promotion, et on espère qu'il y aura beaucoup d'étudiants de première année qui sont là. Voilà. EY et 60 000 rebonds, 60 000 rebonds, c'est une association que nous avons, je dirais, soutenue dès le départ, dès son lancement il y a 3 ans, lorsque Philippe Rambaud, qui va nous parler ce soir, a lancé cette association. On était présents au niveau national. On a relayé ensuite dans chacune de nos bureaux régionaux une association 60 000 rebonds se met en place. Pour nous, c'est important, je dirais, par rapport à notre engagement dans la cité, qui fait partie un peu de notre volonté d'être présent. Et cet engagement, on le souhaite, je dirais, à travers ces différentes associations qui permettent le développement de l'entrepreneuriat, notamment auprès d'entrepreneurs qui ont été défaillants, mais qui n'ont pas démérité, qui peuvent demain rebondir grâce à l'association. Et puis, également dans cette conférence, on va parler beaucoup de l'échec. Et l'échec, ce n'est pas forcément un thème développé dans les enseignements d'Audencia. Et pourtant, l'échec fait partie de la vie des entrepreneurs. Et moi, lorsque j'ai proposé cette conférence à Françoise Marcus, qui n'est pas là ce soir, l'idée c'est la suivante, c'était lors de la remise des diplômes 2013, Philippe Valle, qui était alors patron de la Banque Postale et qui depuis est passé à la Poste, était le parrain de cette promotion, et lors de son discours avait fait une allusion à l'échec. Il avait dit, écoutez, je suis aujourd'hui en train de recruter le patron de la Banque Postale, et donc j'ai 3 candidats, très bons candidats, tous des bons diplômes, bardés de diplômes, très bonne expérience. J'ai choisi finalement un des 3 qui avait connu l'échec, parce que je considère que c'est important dans le parcours d'un chef d'entreprise, peut-être encore plus pour une entreprise qui est dans le secteur un peu semi-public, que d'avoir cette référence, cette expérience de l'échec. Et donc voilà, le but de cette conférence, c'est effectivement, comme on l'a indiqué, c'est effectivement de voir comment l'échec peut être un levier pour vos projets futurs, et on espère qu'ils seront nombreux. Voilà. Merci, et puis je vais maintenant passer la parole à Fabienne Bonneau qui va nous présenter l'association. Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis la vice-présidente de l'association pour Nantes, pour 60 000 rebonds. Et je suis ravie à double titre, c'est que quand j'ai rejoint Philippe Rambaud, que vous verrez tout à l'heure, pour ce beau projet, j'avais effectivement à cœur d'accompagner, on va dire très opérationnellement, et je vous expliquerai comment,
des chefs d'entreprise à rebondir sur un nouveau projet entrepreneurial, mais aussi de changer le regard de l'échec en France notamment, et qu'on parle non plus pour moi d'échec, mais d'expérience. Je suis coach de métier et moi, pour moi, la vie, elle est faite d'expérience. Alors parfois, on n'atteint pas les objectifs qu'on s'était fixés, mais on a toujours des choses très intéressantes et très utiles à en retirer. Donc c'est un peu le message de ce soir et les témoins qui seront là ce soir vous parleront aussi de ça. Donc juste en quelques mots pour vous présenter l'association. Donc on accompagne effectivement des chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan à rebondir sur un projet entrepreneurial, avec un accompagnement personnel et un accompagnement professionnel, puisque ce sont tous des professionnels bénévoles qui les accompagnent. Et puis le deuxième objectif de l'association, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est de changer le regard sur l'échec. Le dispositif d'accompagnement, il est triple. Il est d'abord autour de coaching. On a 6 coachs professionnels au sein de l'association qui bénévolement accompagnent les entrepreneurs en rebond qui viennent nous rejoindre pour reconstruire un peu leur socle personnel par rapport essentiellement à l'estime de soi, la confiance en soi qui peut être altérée suite à ces échecs-là. Et puis aussi pour aller leur faire reconnaître toutes les belles expériences, justement, tout ce qu'ils ont appris de ce parcours-là, et de voir un peu aussi ce qui était, ce que moi j'appelle leur stratégie, ou les comportements qu'on a tous et qui à un moment nous amènent parfois à prendre les décisions qui ne sont pas les meilleures. L'idée étant que, en identifiant ces stratégies-là et en les modifiant, on ne reproduise pas la même chose dans le prochain projet. Donc ça, c'est la première partie qui est très personnelle et qui est très spécifique aussi à l'association. Le deuxième point d'accompagnement sont des chefs d'entreprise en activité qui sont des parrains ou des marraines, et qui vont accompagner tous les mois les entrepreneurs en rebond plus sur la partie opérationnelle de leur projet, donc sur la construction pas à pas, qui vont les accompagner, les motiver aussi, les relancer, les confronter aussi à ce qu'ils sont en train de mettre en place, et puis qui vont leur permettre d'apporter aussi leur expertise. Et puis la troisième palette, on va dire, dans l'accompagnement, qui est aussi, je pense, assez spécifique à l'association, c'est un processus d'accompagnement d'intelligence collective issu du co-développement. Donc on a une réunion tous les mois où on a les entrepreneurs en rebond, les chefs d'entreprise et puis les coachs qui participent. Et chaque entrepreneur en rebond peut venir proposer, exposer une problématique, quelque chose qui l'interpelle par rapport à son projet et sur lequel il veut avoir un éclairage particulier et avec un processus bien spécifique issu du co-développement. Ça lui permet d'aller voir ce qu'on appelle un peu ses angles morts. Vous savez, quand vous avez la tête sur votre projet et que vous avez du mal à prendre du recul, voilà, le questionnement va lui permettre de voir ça. Et puis après, le groupe va être aussi apporteur d'idées, de solutions. Et ça va permettre à l'entrepreneur en rebond de repartir avec un plan d'action très précis qu'il va pouvoir mettre en œuvre et de faire le suivi après avec son parrain ou avec sa marraine. Et on a en plus la chance d'avoir un mécénat de compétences qui nous est donné par EY, qui est donc notre partenaire, et qui permet à l'entrepreneur en rebond d'avoir un support à la fois juridique, avocat, expert comptable, financier, enfin, voilà, en fonction des demandes qu'il peut avoir sur ces projets. Donc voilà très rapidement ce qu'on offre aujourd'hui au sein de l'association. Donc ça, c'est un peu la présentation. Aujourd'hui, on est 6 coachs, ça n'a pas été remis à jour. Il y a 8 parrains et 8 marraines, 4 experts. Et on a, depuis 1 an, accompagné 13 entrepreneurs en rebond avec une vocation, certains avec des projets entrepreneuriaux et d'autres avec des rebonds sur du salariat. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je vais laisser la place à Philippe Rambaud, donc président au niveau national de l'association. Et après, on laissera place à la table ronde pour le partage d'expériences. Bonne soirée à tous. Merci.
Bonsoir. Donc, je m'appelle Philippe Rambaud. J'ai fondé il y a 3 ans cette association 60 000 rebonds. Fabienne vous a parlé un petit peu de ce que nous faisons. Pourquoi j'ai fondé cette association? Parce que j'ai fait moi-même faillite en 2008, après 8 années d'entreprise que j'ai lancée à 49 ans, donc tard. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat tard, après 25 ans passés dans une grande multinationale qui s'appelle Danone, qui est une magnifique entreprise, dans laquelle j'ai fait 11 années de direction générale. Et donc, à 49 ans, j'ai voulu travailler comme je voulais vivre, c'est-à-dire piloter finalement l'avenir et l'aventure professionnelle que je voulais écrire. Et je me suis dit que c'était la seule manière de le faire, c'était de monter sa boîte. Voilà. 8 ans après, j'ai fait faillite avec 21 salariés, 17 pays dans lesquels on travaillait, des clients magnifiques, et on a fait faillite sur, en général, 2 choses qu'on retrouve à peu près dans toutes les histoires entrepreneuriales. Et c'est important que, pour ceux qui éventuellement seraient tentés de vivre l'aventure entrepreneuriale, je leur recommande d'ailleurs, de les imaginer. C'est en général des erreurs de décision, donc des décisions qu'on a prises qui se sont révélées des erreurs. Évidemment, au moment où on les a prises, on les trouvait très bonnes, y compris le conseil d'administration. Et en général, ça se multiplie par un environnement qui s'est retourné. Parce que quand l'environnement est très très bon, en général, ça gomme les erreurs qu'on peut faire et on rebondit très vite et finalement, on a appris. Quand l'environnement se retourne, il se trouve qu'en 2008, l'environnement économique mondial s'est retourné de manière assez brutale, ça met à jour évidemment toutes les failles et toutes les cicatrices, toutes les erreurs que l'entreprise a pu prendre, que le chef d'entreprise a pu prendre. Et donc, on les paye cash. Et en général, dans les PME en France, mais un peu partout dans le monde, on a peu de cash flow, donc on a peu de réserves, on est insuffisamment capitalisé, on ne réinvestit pas suffisamment de bénéfices parce qu'on les met ailleurs, on les met dans les opérations courantes, on ne dégage pas des marges non plus très importantes. Donc si jamais il y a des retournements de l'environnement, on a en général très très peu de matelas et d'amortisseurs, et ça se finit effectivement rapidement par des difficultés financières, des difficultés bancaires, et à un moment donné par ce qu'on appelle l'état de cessation de paiement, qui fait que vous avez entre 15 jours et 45 jours pour aller au tribunal de commerce et déclarer votre cessation de paiement. Voilà. Il se trouve que, et je fais 2 minutes d'histoire personnelle, parce que je pense que c'est relativement intéressant, non pas en tant qu'histoire, c'est intéressant en tant que modèle et que système. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. L'entrepreneur qui vit la faillite vit un des plus grands traumatismes de l'adulte. Pourquoi c'est un traumatisme de l'adulte? Parce qu'il a 3 dimensions. Il a une dimension personnelle, il y a une très très forte remise en cause de l'estime de soi, surtout quand on a été habitué ici, Audencia, c'est que des hommes et des femmes qui en général ont été habitués, d'abord éduqués dans un système de réussite, qui ont connu la réussite, et plus tard on connaît l'échec. J'allais dire, moi on est préparé effectivement à le vivre, et c'est un ébranlement très très fort de l'édifice personnel. On le vit tous. Il y a 60 000 entrepreneurs qui déposent le bilan tous les ans en France, c'est d'où le nom 60 000 rebonds. Il y a, même chez les plus forts, même chez ceux qu'on imaginerait ne jamais s'écrouler, il y a quelque chose de très profond qui va être ébranlé, qui s'appelle, je vous dis, la perte d'estime de soi, la perte de confiance en soi, la honte. Quelquefois, quand des étudiants, parce que je fais un cours à l'ESSEC et à Centrale sur cette notion d'échec, parce que je me rends compte qu'il faut leur apprendre, c'est important de l'anticiper. Je leur dis, vous voyez, c'est comme un capitaine de bateau. Quand on est pilote d'une PME, quand on la dirige, on a un équipage avec lequel, en général, on est extrêmement soudé. Et puis le succès de ces entreprises fait qu'on est encore plus soudé, qu'on vit une aventure très forte. Et quand on va au tribunal de commerce et quand on en sort, c'est un peu comme si on avait écoulé le bateau. C'est déjà quelque chose d'assez honteux pour un capitaine de bateau, mais en plus, on a noyé l'équipage. Voilà, parce qu'on considère que finalement, on vous a emmené sur un récif et on vous a tué d'une certaine manière, en tout cas symboliquement. Voilà. Mes collaborateurs ne comprenaient pas d'ailleurs. Ils me disaient, mais non, tu nous as fait vivre une aventure géniale pendant 8 ans. Et je leur disais, non, moi, en tant que chef d'entreprise, j'estime que je vous ai noyé. Voilà. Et comme en plus, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, j'ai en plus l'impression que vous êtes mes enfants. Donc j'ai noyé mes enfants. Voilà. Tout ça peut vous paraître extrêmement théorique. C'est très symbolique, c'est très très important. Et c'est ce qui fait que, à la fois, on est passionné par ce qu'on vit, on s'engage avec ses équipes de manière extrêmement passionnelle.
Et c'est ce qui fait qu'on arrive à bousculer, moi j'arrivais à bousculer des grandes multinationales, et on était une petite entité de 21 personnes, mais en même temps, le jour où les choses commencent à déraper, cette passion peut, si on n'y prend pas garde, se retourner contre soi, et donc se transformer en traumatisme personnel. C'est deuxièmement un traumatisme professionnel. C'est pour ça qu'on fait ce type de conférence, c'est que l'image de l'échec en France est une image extrêmement stigmatisante et on considère qu'en gros, pour la faire très simple, l'échec est un signe d'incompétence, et pour toujours, alors qu'aux États-Unis, on me disait si tu n'as pas fait faillite une ou deux fois, tu n'es pas sérieux. Moi, j'avais un bureau à Los Angeles, on était proche de la Silicon Valley, j'ai levé des fonds aux États-Unis, en tout cas j'ai tenté d'en lever. Et les gars me disaient, t'as fait quoi avant? Je disais 25 ans de Danone, 11 ans de direction générale. Bon, ils me disaient, c'est une très mauvaise nouvelle. Ah bon? Ah oui, oui, parce que tu as appris à réfléchir, mais tu n'as pas appris à agir en tant qu'entrepreneur. Tu as eu des gens pour toi, pour te servir, tu as eu des gens pour t'encadrer, tu as eu des actionnaires pour t'embêter, donc tu n'as pas pu faire n'importe quoi. Et il me disait, plante-toi une ou deux fois, reviens nous voir, et à ce moment-là, on investira. Et je leur disais, mais les gars, j'ai 52 ans, si je dois me planter une ou deux fois, je vais en avoir 80. Ils me disaient, c'est pas grave, mais à ce moment-là, tu auras les deux. Tu auras été super bien formé par des multinationales, mais tu auras aussi mis les pieds dans la glaise, et tu auras connu l'échec, donc tu auras grandi. Et je me souviens que j'avais entendu ce message en me disant, ils sont fous. Ils sont fous. C'est bien ce qu'on m'avait dit en Californie, ils sont fous. Mais non, je crois que c'était très sage. C'était très sage, simplement ils étaient très influencés par la Silicon Valley, et nous, en France, on n'était pas encore influencés par ça. Et dans la Silicon Valley, les cicatrices sont le signe de la compétence. C'est-à-dire que si on n'a pas planté une fois, deux fois, trois fois son entreprise dans les nouvelles technologies, on est un junior. Et dans le langage des investisseurs de la Silicon Valley, être un junior, ça veut dire on ne vous prête pas d'argent. Voilà. Et pour être un senior, faut dire le nombre de fois où on s'est planté, et évidemment ce qu'on en a fait. Bon. Troisième traumatisme en France, mais partout, c'est le traumatisme financier. C'est-à-dire qu'en général, non seulement on a perdu son capital, ça c'est la règle du jeu, c'est le risque. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, les entrepreneurs n'ont d'abord pas pris d'assurance chômage. Moi, j'avais la grande chance d'avoir une assurance chômage que m'avait imposée mon actionnaire, qui s'appelait Danone. Donc, je n'ai pas eu le choix. Et je trouvais ça désagréable qu'il m'oblige à prendre une assurance chômage, mais 8 ans après, je me suis retrouvé comme un cadre supérieur, c'est-à-dire avec 80% de mes revenus, pendant 18 mois. Donc ma famille n'a pas subi le contre-coup financier de ce désastre économique. Là, nous accompagnons tous les ans 150 entrepreneurs à peu près. 2 ont pris en dehors de moi une assurance chômage. 2. Voilà. Donc tous les autres, 148, n'ont pas d'assurance chômage, donc 0 revenu. Donc on se retrouve non seulement avec un capital qu'on a perdu, mais plus un rond, donc au RSA. On ne peut pas rebondir bien au RSA, on ne peut pas vivre bien au RSA. Donc, première leçon que je vous laisse ce soir, si vous voulez monter une boîte, qui est la plus belle aventure, à mon avis, professionnelle qu'on puisse vivre, hein. Quelle que soit la sanction, même si c'est une faillite 8 ans après, avec le recul, je considère que... Alors je mets l'amour juste au-dessus, pour un adulte, parce que je pense que l'amour, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau, comme aventure. Mais juste en dessous, je mets l'aventure entrepreneuriale comme la plus belle façon de se réaliser, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se réaliser en tant que salarié, mais l'aventure entrepreneuriale est incontestablement, quelle que soit sa taille, une façon de vivre extraordinaire. Mais il faut se protéger parce que c'est un sport de compétition. Voilà. Et un sport qui devient compliqué aujourd'hui. Les marges dans nos pays sont faibles. Les capacités de cash flow, de générer des cash flows importants, sont beaucoup moins importantes qu'avant. C'est comme ça, c'est la compétition. Donc, comme dans le sport de compétition, on peut se claquer. Voilà. C'est pour ça qu'on a inventé une clinique pour réparer les sportifs de compétition qui s'appelle 60 000 rebonds. Mais il faut aussi se protéger. Donc, une assurance chômage devrait être obligatoire. La deuxième chose, c'est que la plupart des entrepreneurs se sont portés caution personnelle auprès de leur banque lorsqu'ils ont eu des problèmes financiers. Or, connaître des problèmes financiers dans la vie d'une PME, j'allais dire que ceux qui n'en ont pas connu, ça n'existe pas. Bon. Donc, on va voir son banquier. Et le banquier, ce n'est pas un méchant, mais le banquier, c'est un banquier. Donc, il va protéger les fonds qu'il vous donne. Et quand on va le chercher, on est évidemment une zone de risque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire pour compenser les risques? Il va prendre des précautions. C'est normal, il fait son métier.
Sauf qu'il fait à ce moment-là quelque chose qu'il n'avait jamais fait quand j'ai commencé ma carrière, c'est qu'il franchit la ligne rouge et il vient chercher dans le domaine personnel une source de protection qui en fait devrait être dans le domaine professionnel par des taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'au lieu de prêter à 2%, il devrait prêter à 7, 8, 9% et dire à l'entrepreneur, voilà, le 2% c'est le taux normal quand il y a un risque classique, vous êtes dans une phase manifestement compliquée, donc je vais prendre du risque, normal, je m'assure, donc je vais prendre un taux d'intérêt plus élevé. Mais on est dans un monde où on ne raisonne plus comme ça, on raisonne en valeur faciale des taux d'intérêt. Donc, il faut avoir des taux très bas. Donc, pour avoir des taux très bas et néanmoins garantir ces risques, au lieu de prendre éventuellement des assurances, ça existe aussi, on va chercher du patrimoine personnel et du patrimoine personnel solvable. Donc des maisons, des appartements, voilà. Et là commence un des drames, c'est qu'on mélange la vie personnelle et la vie professionnelle. Et si jamais il y a faillite, or, vous savez, les proportions sont importantes. 50% des entreprises coulent en moins de 5 ans. Et ce n'est pas dramatique, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui n'étaient pas les bonnes. Bon, simplement, ça a des conséquences très, très lourdes, en particulier financières. Et 80% des entreprises ne passent pas l'âge de 8 ans. Donc, on est dans un sport de compétition extrêmement excitant, mais dangereux. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait le goût de l'excitation. Parce que si c'était plan-plan, tout le monde y serait, et ça ne serait plus une aventure. Donc, une des conclusions qu'on essaye de transmettre le plus possible, c'est ce sport est magnifique, lancer sa boîte c'est magnifique, c'est dangereux, il faut se protéger et il faut protéger les autres. Ses salariés, sa famille, voilà. Donc, bien prendre des assurances chômage, ne pas prendre de caution bancaire personnelle, c'est un élément très important. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Les 60 000 entrepreneurs ou les 59 999, ils n'ont pas eu ma chance. Moi, j'ai eu des clients qui sont venus me chercher le lendemain du tribunal de commerce et qui m'ont dit « Tu vas te relancer ?» J'ai dit « Non, je suis nul. » Non. Ils m'ont dit « Arrête tes bêtises, tu vas te relancer et voilà une mission, tu vas faire du conseil. » Parce que vous savez qu'on n'a pas le droit de refaire le même métier que celui qu'on faisait avant quand on a fait faillite. Donc, il faut changer de code APE, il faut changer de métier. Et on n'a pas le droit de le refaire avec les mêmes clients, mais sauf si on fait un autre métier pour eux. Et donc, ils m'ont lancé dans le conseil et j'avais dit « Je ne ferai jamais du conseil. » Voilà. Et une autre bêtise que j'ai dite, c'est que, évidemment, je fais du conseil depuis 6 ans. Les autres entrepreneurs, les clients ne viennent pas les chercher. Ils sont isolés, stigmatisés. Quelquefois, quand ils cherchent un job, ils cachent sur leur CV le fait qu'ils ont fait faillite, parce que c'est mal vu. Donc, je me suis dit, oh là, si tu veux faire quelque chose, Pépère, des privilèges que tu as eus, c'est le moment, il ne faudra pas attendre que tu aies 80 ans, il faut faire quelque chose pour ces gens, parce que dans ces 60 000, il y a énormément de talent, il y a énormément de savoir-faire, il y a énormément eu d'audace, parce que si les gens se sont cassés la figure, c'est parce qu'ils ont tenté des choses audacieuses. Je disais à 2 patrons de grandes multinationales, est-ce que vous suivez régulièrement les sous-traitants, vos sous-traitants qui font faillite? Ils me disaient non, évidemment, je ne les connais pas. Je dis, mais est-ce que vous avez conscience qu'une partie de la valeur ajoutée de votre entreprise, que vous appeliez Airbus, Veolia, Danone, Nestlé, est dans les sous-traitants qui prennent les risques que vous ne prenez pas? Et en plus, vous les payez mal. Mais ce n'est pas grave, ils se défoncent pour vous. Est-ce que vous avez conscience que vous perdez au bout de la chaîne une partie de votre valeur ajoutée, de votre tonicité, quand vous les voyez disparaître, ou quand en tout cas ils disparaissent? Et ils en ont conscience. Ils ne les connaissent pas, ils n'ont pas le temps de les suivre, mais ils en ont conscience. Donc, remettre ces entrepreneurs qui sont des créateurs d'audace, de prise de risque, d'innovation, innovation très très forte, et également de tonicité, de flexibilité, ça m'a paru un élément essentiel, d'où la création de cette association, d'où le fait je suis allé chercher 2 personnes, ça aussi c'est un élément important. Imaginez qu'aucune aventure importante ne se fera seule. Fabienne a parlé d'un mot qui, à mon avis, va énormément driver les projets dans les années à venir, c'est l'intelligence collective. Donc, même pour monter un projet associatif qui ne demande pas d'argent, je suis allé chercher Ernst & Young. Quand j'ai vu leur Tour First, 38 étages, je me suis dit, ces gens ne s'intéressent pas. Pourquoi je vais les voir? Je les connaissais un peu, mais pourquoi je vais les voir pour s'occuper d'un projet d'entrepreneurs post-faillite qui ne seront jamais des clients? Bon, ou en tout cas, il y a très peu de chance. Et puis, ça a duré à peu près 30 secondes, la discussion. Et ils m'ont dit, je leur ai dit, est-ce que c'est une idée aussi de faire ça? Ils m'ont dit, c'est une très bonne idée. Et si tu le fais, on t'accompagne. Ah, bon.
Donc je dis au moins si on fait une mauvaise chose, on sera 2 à le faire. Enfin, eux, ils seront très nombreux. Après, je suis allé voir Jacques Attali et je lui ai dit, est-ce que c'est une bonne idée d'aider les entrepreneurs qui ont fait faillite à rebondir? Il m'a dit, c'est une excellente idée. Et je lui ai dit, est-ce que vous pensez que vous pourriez m'aider, me donner votre nom, enfin, me donner votre nom, en tout cas votre image? Et il m'a dit tout de suite. Voilà. Donc là, ça m'a fait dire, est-ce que dans ton passé d'entrepreneur, tu as fait vraiment travailler l'intelligence collective? Ou est-ce que tu as été extrêmement égocentrique? Parce qu'à un moment donné, quand on est patron de PME et que ça marche, d'abord on se dit que personne ne peut comprendre son métier, qu'il faut tout faire. On gueule d'ailleurs sur ses collaborateurs en disant « tout remonte à moi, j'en ai marre ». Mais en fait, on fait tout pour que tout remonte à soi. Et au bout d'un moment, on tombe dans un deuxième processus assez fréquent, c'est la toute-puissance. Quand ça marche très bien, on se dit, sans même s'en rendre compte, la grisée de la vitesse, on se dit je suis capable de tout. Voilà. Alors on ne se le dit pas de manière aussi arrogante, hein. Ce que je vous dis, c'est évidemment un schéma. Mais c'est un risque, c'est un vrai risque. On s'isole. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde imprévisible que nous connaissons, qui est passionnant mais compliqué, avec les sinusoïdes que nous allons traverser, avec la brutalité de ces sinusoïdes, brutalité quand ça marche, brutalité quand ça ne marche pas, on n'est plus compétent sur tout. Et donc, la capacité de travailler en intelligence collective, qui n'est pas forcément un talent des Latins. Les Latins sont des grands individualistes. Je discutais avec des Italiens ce matin, et je leur disais, je crois que les Français, il nous manque ça, cette culture du collectif. Et ils me disaient, mais tu sais, en Italie, c'est pareil. On est comme ça. Donc, on est des brillants individus, mais on est des mauvais en matière collective. Mais ça, je le vois tous les jours dans les PME que j'accompagne. Cette intelligence collective, il faut qu'on la développe. Et elle va être particulièrement cruciale, pas quand ça marche, mais quand ça ne marche pas. Parce que l'échec, en fait, le travail de l'échec, l'accompagnement post-échec, le travail du rebond, le travail de ses talents, le travail de choisir les bons plans pour commercialiser ses talents. Nous, on dit souvent d'ailleurs aux entrepreneurs, vous avez un projet, quel est le plan B? Quel est le plan C? C'est-à-dire, si ça ne marche pas, prévoyez tout de suite des solutions de repli. Tout ce travail, il est très difficile à faire tout seul. Et je ne suis pas sûr qu'on ait appris, enfin moi à l'ESSEC, je n'ai pas appris l'intelligence collective, même si j'ai fait des cas à 5 ou 6. Je ne suis pas sûr même d'ailleurs que dans les grandes multinationales, on soit au top en matière d'exploitation d'intelligence collective. Mais je suis sûr que par contre, c'est absolument nécessaire dans les années à venir et qu'il faut qu'on apprenne à développer ça. De même, il faut qu'on apprenne à intégrer l'échec. L'échec n'est pas un signe d'incompétence, comme je le disais tout à l'heure, c'est un apprentissage. Fabienne parle d'expérience. Beaucoup de gens nous disent « arrêtez de parler échec ». C'est un mauvais mot, c'est grossier, c'est un accident de la vie. Non, 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 non. Nous, à titre personnel, on le vit comme un échec. Donc, ce n'est pas la peine de se cacher. C'est comme si on disait le divorce, c'est très très bien. Non, non, on le vit comme un traumatisme. Donc, voilà, acceptons-le, mais faisons-en quelque chose. Et acceptons déjà de le verbaliser, de le dire, et de dire que ce n'est pas un gros mot. Échouer, ce n'est pas un gros mot. C'est juste un moment et qui va de toute façon dans toutes nos vies, professionnelles et personnelles, parce qu'on vit longtemps maintenant, pas du tout sûr que nos couples dureront 50 ans. Donc on connaîtra aussi probablement de plus en plus des échecs personnels et on n'y est pas préparé. On est préparé en fait, ça, les psys qui m'ont beaucoup fait travailler, il y avait beaucoup de travail, m'ont dit, tu vois, de 0 à 3 ans, en particulier quand le petit enfant apprend à marcher, il a autour de lui tout le monde pour l'aider et l'encourager pour se relever. Quand il rentre dans le système scolaire, tout ça c'est terminé. On va lui entourer en rouge tout ce qui fait de mal. Et on va lui dire, peut mieux faire. Au passage, aux États-Unis, et les Américains n'ont pas tout parfait, on dit, good job, même pour des conneries. En France, on dit, peut mieux faire. Et on vous entoure, voilà, sur votre feuille, les trucs avec des grands dangers, tout ce qui n'est pas bien fait. Il est évident qu'avec 15 ans ou 18 ans de régime à ce niveau-là, et les parents participent bien, hein, j'ai bien participé à ça. Hein. Moi, quand mes gosses rentraient avec des mauvaises notes, honnêtement, je ne leur disais pas « Ah tiens, on va s'asseoir, on va comprendre en quoi ton échec peut t'avoir fait progresser. » Non, 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 je gueulais. Je gueulais, j'ai été comme les autres. Bon, on ne réussit pas tout, je leur ai dit « Vous ferez vos propres bêtises. » Mais je leur dis aujourd'hui, ils ont 34, 36 ans, j'ai complètement foiré votre éducation dans le domaine de la vision de l'échec. Je ne vous ai absolument préparé
à ce que va être votre vie. Donc, s'il vous plaît, on va effacer tout ce que je vous ai dit et on va recommencer à zéro. Difficile, mais bon, on essaye. Il va falloir qu'on intègre ça. Et c'est pour ça que je suis content que dans certaines écoles, peut-être que ça se fera au Audencia, dans en particulier les écoles qui préparent à l'entrepreneuriat, il y a un chapitre qui s'appelle l'échec. Et en fait, l'échec et le travail de l'échec, c'est un fantastique gisement de puissance. J'ai fait, grâce à EY et à Alain Juppé, on a fait une très grande conférence à Bordeaux où j'ai voulu faire parler des patrons du CAC 40 sur l'échec et leur faire dire ce que Alan Lafley, le patron de Procter & Gamble, dit, c'est Procter fait 80% des initiatives que prend Procter & Gamble sont des échecs. Mais c'est grâce au travail de ces 80% d'échecs qu'on fait les 20% de réussite qui font qu'on est la 17e capitalisation boursière à Wall Street. C'est le seul patron, avec Steve Jobs, qui a osé dire ça dans les médias. Et il dit, je le dis dans les médias parce que si je le dis juste à l'intérieur de mon entreprise, ça ne sortira pas et les gens n'y croiront pas. Mais je le dis. Quand vous prenez les patrons du CAC 40 en privé et que vous leur dites « T'apprends plus de tes échecs ou de tes réussites ?» Ils disent « Bien sûr, de mes échecs. » Bon, pourquoi tu ne le dis pas? Ah, bah parce que c'est compliqué. Bon, quand ta DRH reçoit un CV avec un gars qui a échoué, qui a fait faillite, qui en tout cas le considère comme un échec, il est mis en tête de liste? Je vais vérifier. Je lui dis, vérifie pas, tu sais déjà la réponse. Non, il est déjà cassé par les chasseurs de tête. Donc voilà, et je leur ai dit, maintenant je voudrais que vous veniez parler. Et ils sont venus parler de ça, ils sont venus dire, l'échec est un fantastique tremplin d'apprentissage. Et ils sont venus dire, avoir des cicatrices, comme on le dit dans la Silicon Valley, ou plutôt comme on le disait déjà en 2000, avoir des cicatrices, c'est un signe de seniorité. Et donc, il faut qu'on change très, très vite cette vision, ce thème. Cette conférence de ce soir est là pour ça. On y apporte modestement notre édifice. On fait rebondir 150 entrepreneurs dans la France tous les ans, qui sont autant de témoignages. Mais on en accompagne 150, il y en a 60 000 tous les ans qui font faillite. Et même nos 60 000 ne changeront pas encore une culture de 65 millions de personnes. Mais vous êtes là pour le porter, les entrepreneurs qui vont parler sont là pour le porter. C'est, à mon avis, un acte très important pour toute la croissance économique et socio-économique française. Merci. Merci Philippe pour cet exposé et cet échange qui introduit très très bien les échanges qu'on va avoir ce soir. Donc nos trois invités pour témoigner sur le rebond ce soir sont Philippe Place, diplômé d'exécutive MBA Audencia en 2007 et qui est aujourd'hui dirigeant de Patchwork Conseil. Bonsoir. Rémi Maronne, qui est diplômé Audencia 2012 et dirigeant de Comca Vigneron. Et Marc Guillermou, qui est président de Bio3G, lauréat 2014 du prix de l'entrepreneuriat de l'année dans la catégorie Innovation. Comme quoi, le rebond peut aller aussi très haut. Bonsoir à vous. Alors moi, je suis très ravie, je suis très contente d'être là ce soir et de votre présence surtout, puisque quand on vous a contacté chacun pour vous proposer d'être avec nous autour de la table, vous avez tout de suite répondu oui. Et ça, je trouve que c'est très encourageant par rapport à l'association et au travail qu'on fait. Ça veut dire aussi que les regards changent et que plus on parlera de l'échec et du rebond, et plus ça sera facile aussi de le faire. Donc merci à vous pour ça. Alors Thierry Place, vous avez 52 ans. Aujourd'hui 52 ans. Ouais. Et après un parcours salarié riche et varié, vous avez repris vos études en 2006, donc ici dans ces locaux, pour faire un executive MBA. Et en 2007, vous avez créé votre entreprise autour de l'énergie renouvelable, destinée au marché de l'industrie. Dès 2009-2010, il y a eu des changements réglementaires qui, du coup, ont entraîné une forte baisse de votre activité.
Et vous avez dû adapter votre business model et devenir, vous avez fait en sorte que votre entreprise devienne une sorte de banque d'affaires, voilà, où vous étudiez la faisabilité des projets pour vos concurrents. Ça a permis de prolonger l'activité pendant 6 mois. Mais ça n'a pas été suffisant et donc l'activité de l'entreprise a été arrêtée en mi-2011. Bien, bonsoir. Prenez chacun là. Donc Rémi Marogne, 27 ans, notre plus jeune, diplômé Audencia 2012. Mais dès 2009, vous avez créé votre première entreprise de création de sites web pour financer vos études. Comme quoi, l'envie d'entreprendre était arrivée très tôt chez vous. En 2011, vous intégrez l'incubateur Audencia, ici, avec le projet de créer les ateliers de la culture pour accompagner les enfants sur une ouverture large autour de la culture. Le projet fonctionne, il y a 3 événements qui sont créés, 200 enfants qui sont touchés par ces événements. Le projet évolue en association. Et puis, faute d'un business model concluant, on va dire, et de problématiques de financement, vous mettez fin à cette aventure en octobre 2012. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et Marc Guillermou, donc 50 ans, bientôt 51 je crois, après des études agricoles et commerciales, donc vous avez occupé différents postes salariés dans des grandes multinationales dans le domaine de l'agroalimentaire comme Cargill, Purina, etc. Et en janvier 1995, vous vous lancez dans l'aventure avec un associé pour créer votre première entreprise. Vous avez un profil, vous, commercial et technique, votre associé plutôt de gestion. Et très rapidement, les relations entre vous deux se tendent un peu, sans rentrer dans les détails. Et dès la 2e année, vous avez des problèmes de trésorerie, vous vous renflouez avec votre agent personnel. Hein, ça recroise un peu avec ce que disait Philippe tout à l'heure. Et ça ne suffit pas, vous déposez le bilan en mai 1997. Et là, vous allez faire une rencontre au tribunal de commerce assez inattendue, qui va être le point de départ de votre rebond. Tout à fait. Bienvenue. Merci, bonsoir. Donc ma première question pour vous, ça serait comment est-ce que vous avez vécu cet échec, cet épisode en tout cas de l'échec? Qui veut commencer? Très très mal au départ, clairement. J'ai été touché par ce qu'on appelle le syndrome des 3D, donc dépôt de bilan, divorce et dépression. Et puis ensuite, vous n'avez pas 36 solutions, vous essayez de trouver des points d'appui pour essayer de vous relever. Et le premier pour moi, ça a été d'abord de retrouver une identité sociale en retrouvant un job, en ça soutenu par des amis et puis un réseau. Et puis voilà, on n'a pas 36 solutions, c'est comme le sportif, une fois qu'on a le genou à terre, il faut se relever et recommencer. Ok, mais là effectivement on voit l'impact pas uniquement professionnel, mais qui peut être non, tout très, a été très touché, large. tout a été touché. Ouais. Et puis là, Philippe Rambaud en parlait un peu tout à l'heure, c'est clair que vous avez une image de perdant, de loser, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas, quelles qu'en soient les raisons, c'est pas vos valeurs intrinsèques qui sont touchées, même si c'est ce que vous pensez dans un premier temps. C'est un environnement qui a à un moment donné changé, des fois effectivement brutalement, comme le disait aussi Philippe tout à l'heure. Voilà, et puis il faut relever la tête et repartir au combat, et à tous les niveaux. Ok. Rémi? Pas forcément de 3D pour moi, mais en tout cas un D de dépression, c'est sûr. J'ai beaucoup enfoui l'échec, on va dire, de manière globale. L'idée a été de vraiment masquer l'échec d'abord à moi en premier, je dirais, puis ensuite de manière globale ne pas en reparler pour tout de suite passer à autre chose, ce qui n'est pas forcément la meilleure des réactions, ou en tout cas peut-être qu'à un moment donné il faut aussi en reparler, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments où finalement je ne me suis pas reposé la question qu'est-ce qui a fait cet échec, alors qu'il aurait peut-être fallu l'apprentissage, oui. Voilà, cette phase d'apprentissage. Mais je pense qu'aussi l'échec est venu de manière très, très lente. C'est un parcours qui est... l'échec, il n'arrive pas du jour au lendemain, quoi. Il y a eu un passage très très long avec un enfermement progressif et un isolement progressif qui s'est mis en place, avec une obstination sur un projet auquel on croit. Et on croit qu'on est à un moment donné seul à pouvoir le faire, alors qu'il y a des conseils, il y a des mains tendues.
et que finalement, voilà, je n'ai pas forcément écouté toutes ces voix qui pouvaient aussi essayer de me guider dans le projet, qu'à un moment où voilà, il y avait un peu l'échec inéluctable qui se présentait, et donc du coup j'y suis allé un peu tout droit, voilà, peu à peu coupé en fait par rapport à ça, en voulant plus protéger le projet, et en même temps finalement à force de protéger, je me suis plutôt coupé en fait de tout ce qui pouvait avoir. Donc isolement, obstination, isolement, et du coup masquer aussi et derrière, je pense que ça provoque ça, voilà, ce côté on enfouit pour passer directement à autre chose, et effacer en fait, et ne pas forcément revenir sur ça, préférer couper les mails, mettre un petit mot sur le site web, ne plus avoir de contact avec le réseau qu'on a pu développer, mais vraiment effacer. Ok, merci. Alors Marc, c'était un petit peu différent, vous, hein. Bon, les 3D, j'étais jusqu'au 2D quand même, dépôt de bilan. Et on a 1D, 2D, 3D ce soir, c'est pas mal. Et dépôt de bilan et divorce. Moi, j'ai vécu ça comme une traversée du désert finalement. Sauf que la traversée du désert, quand vous êtes seul, c'est difficile. Quand vous êtes accompagné, c'est plus facile. Et on parlait d'échec personnel, et j'ai envie de parler d'échec familial. C'est qu'en dehors du divorce, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, à ce moment-là, m'ont écouté, au moins écouté. Mon meilleur ami, parce que dans ces cas-là, vos amis, vous les comptez sur les 5 doigts de la main, parce qu'il y en a beaucoup qui vous ont oublié, ou qui ne vous connaissent plus, ou qui ne vous reconnaissent plus. Et donc, entre mes parents, mon frère, ma sœur et puis mon meilleur pote, ça fait 5 personnes qui, au moins, étaient prêts à m'écouter et me redonner confiance. Et du coup, vous n'êtes pas tout seul dans le désert. Alors, vous avez toujours soif, parce que ce n'est pas pour ça que vous avez les moyens de rebondir. Mais vous reprenez confiance en vous, et c'est ce que j'ai vécu. Et très rapidement, rebondir. Donc, voilà, après, je ne sais pas si on rentre dans les... Oui, alors racontez-nous un peu l'expérience, la rencontre que vous avez eue pour rebondir. Je pense que la différence entre l'échec et la réussite, c'est ce que je dis toujours à tous les nouveaux collaborateurs qui rentrent dans mon entreprise, c'est que ça se joue toujours à un détail. Un ou plusieurs détails, mais il faut les repérer. Et c'est sans doute ce qui a fait ma force aussi, c'est d'avoir compris pourquoi je déposais le bilan finalement. Parce que quand vous ne comprenez pas, parce que ça vous fait mal, et que vous n'avez pas le temps de comprendre, c'est difficile de rebondir aussitôt. Alors que moi, j'avais compris d'où venait le dépôt de bilan, d'où venait l'échec finalement. Et je l'ai expliqué. Vous avez fait l'analyse en même temps que je l'ai expliqué clairement au tribunal de commerce, au président. J'ai dit, écoutez, voilà, je sais pourquoi je viens ici déclarer cessation de paiement et liquider ma société, mais j'ai des projets. Et il se trouve qu'au tribunal de commerce, il y a on va dire, les gens qui étaient présents. Il y avait un expert comptable qui était là avec son client, qui était créancier de ma société, qui avait perdu un peu ou beaucoup d'argent. Et il a compris qu'il y avait un projet derrière. Et puis, à la sortie du tribunal de commerce, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, Monsieur Guillermo, si vous voulez, je veux bien être votre expert comptable. Et j'ai dit, j'ai pas d'argent pour vous payer. Comment je vais faire pour vous? Il me dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me veut? C'est pas grave. Je suis là. Je veux bien être votre conseil. Donc j'avais des amis et de la famille pour me donner confiance, et puis un expert comptable, c'est pas neutre, pour me donner un éclairage pour réussir et pour éviter l'échec que j'avais vécu, qui était les détails, c'était plutôt des erreurs de gestion. Et ce qui fait que ça m'a permis de, au moins, travailler sur un prévisionnel et commencer à envisager de sortir du désert, parce que ça a duré que quelques mois finalement. Oui, donc vous avez rebondi, vous, très vite, Marc, 3 mois après, la deuxième entreprise était créée. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle un rebond collectif. Vous avez fait un rebond collectif. Et la chance que j'ai eue, c'est un petit peu ce que expliquait M. Rambaud tout à l'heure, c'est que j'avais aussi une vingtaine de salariés dans la société où je déposais le bilan. Et c'était peut-être un peu dur ce que vous disiez tout à l'heure, en disant on a l'impression de les avoir tués ou les avoir coulés, ou qu'ils ont coulé avec nous. Sauf que moi, j'ai été très transparent avec eux et je leur ai dit, voilà, on va couler, il nous reste 2 mois encore, peut-être 1 mois, mais on s'explique. Et de ce fait-là, la moitié d'entre eux m'ont dit, Marc, si tu rebondis, on veut rebondir avec toi. Donc j'avais une équipe de 10 personnes pour rebondir. Alors évidemment,
pour rebondir à 10, il faut pouvoir les payer. Donc ça amène d'autres ça problématiques. Ça te mettait un autre challenge. Ça amène d'autres problématiques. Ouais. Mais ceci dit, donc il y avait une équipe de matelots de matelots pour l'image du bateau. Il y avait un capitaine qui venait de couler son bateau et qui savait à peu près pourquoi il venait de couler. Et du coup, pour rebondir, c'est plus facile parce que vous êtes entouré. Donc la réussite collective, finalement. Ok, merci. Et alors, comment vous avez rebondi, Thierry? D'abord 6 mois tout seul. Ouais. Ça, c'est la traversée du désert dont parlait Marc à l'instant. Et ensuite, c'est grâce au réseau où j'ai pu effectivement retrouver un job. Ça a été la première étape de mon rebond, en ayant une identité sociale. C'est parce que ça, je sortais de chez moi, j'allais bosser, enfin voilà, je retrouvais une identité. Et puis la deuxième partie, c'est clair que c'est les amis qui vous soutiennent, qui vous aident. Et ça, c'est extrêmement important dans ces moments-là. On a besoin d'écoute, effectivement, comme le disait Marc à l'instant, mais on a aussi besoin d'encouragement pour repartir. Ok. Et qu'est-ce qui a été dans l'expérience, dans la première expérience que vous avez eue avec votre entreprise, qu'est-ce qui a été utile pour recréer aujourd'hui, parce que vous avez recréé aujourd'hui une entreprise? Oui, quel apprentissage vous avez fait, vous? Aujourd'hui, c'est une prise de recul permanente. C'est-à-dire que moi, j'avais effectivement subi cet échec parce qu'il y avait un changement de réglementation auquel on ne s'attendait pas forcément de façon aussi rapide. La preuve, c'est que le moratoire de 4 mois qui a été mis en place fin 2010 dans notre secteur, il a été déclaré du jour au lendemain. Donc, boum pour tout le monde, pour 25 000 personnes qui travaillent dans ce secteur-là, ça a été très violent. Et donc maintenant, je surveille beaucoup plus les choses qu'auparavant et j'ai une prise de recul permanente aussi. C'est-à-dire que les événements, ils arrivent, ok, on décante et on regarde. Ok, donc plus plonger dans l'action et la réaction plutôt. Absolument. Et d'être, je pose une action, je regarde comment ça fonctionne. Absolument. Et après je passe le pas d'après. Oui, c'est tout à fait ça. Ok. Rémi, vous avez rebondi comment, vous? Sur le rebond, moi j'ai, on va dire, rebondi en 2 temps, avec des phases assez longues. J'avais un besoin de digestion important, même si il fallait que j'enfouisse et que je passe à autre chose. Donc j'ai quand même rebondi dans un premier temps. J'ai eu l'opportunité de donner des cours rapidement en école, ce qui m'a redonné aussi un certain lien social qui était pas inintéressant à reavoir, et du coup une certaine confiance également. Et puis également, donc, j'ai repris mon activité de site web, création de site web que j'avais jamais complètement abandonné. Et le but était de refaire vivre cette activité. J'ai eu la chance de faire une belle rencontre professionnelle avec qui pendant 1 an j'ai collaboré, donc qui m'a aidé là également à refaire face à ce rebond. Même si pour moi je l'ai jamais considéré comme un vrai rebond à 100%, dans le sens où j'atteignais pas non plus ce que je voulais faire. C'était une manière de rebondir, un peu comme Thierry en travaillant 2 ans salarié. Il y avait quelque part quand même un côté plaisant, mais il y avait aussi un côté alimentaire, de se dire qu'il y a un moment, on échoue, donc il faut aussi du coup... oui, c'est aussi de dire que le rebond, il n'est pas unique. Il peut y avoir plusieurs rebonds et qu'un rebond en amène un autre. Ouais. Il faut construire un climat favorable au vrai rebond. À un moment donné, c'est difficile de rebondir aussi simplement en disant bon, je rebondis. Alors il y a des rencontres comme Marc peut le faire, qui est une belle chose. Il y a aussi pour un rebond, il faut uniser aussi à un moment donné pour rebondir. Je dirais que tant qu'il n'y a pas les éléments de climat favorable, c'est difficile aussi de faire ce rebond. Du coup, en 1 an, on passe de coworker à la cantine pour avoir un bureau, pour se sentir là aussi exister au niveau social. Et puis un jour, on co-crée son bureau avec 2 autres personnes. Et là aussi, donc, on crée un projet collectif. Et on met encore plus, je dirais, quelque chose de positif en route. Et on crée un climat favorable pour arriver à un rebond, ou en tout cas ce qu'on estime être un rebond qui nous plaît, qui est séduisant dans l'entrepreneuriat. Et donc le vrai rebond aujourd'hui, c'est la création de Comcar. Voilà, c'est ce que j'estime. Après, pour vous, le vrai rebond, il est là. Maintenant, il y a aussi l'enjeu de ne pas retomber dans ce qu'on a pu, dans les mauvais pas qu'on a pu. C'est quoi, quelles expériences vous retirez de votre premier échec et que vous n'avez pas envie de reproduire dans le deuxième? De manière générale, on a parlé beaucoup d'obstination, d'enfermement. Oui. Il y a une chose qui est importante, c'est justement avoir cet échec en garde-fou quelque part. Et de se dire il faut mettre en place, il y a des indicateurs, on sait à quel moment
on va commencer à reproduire un peu les mêmes erreurs. En même temps, tout seul, c'est pas si évident que ça, donc c'est bien aussi de s'entourer, de savoir où s'ouvrir, ne pas protéger en fait démesurément aussi son projet et savoir l'exposer à d'autres. Partager. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément il y a des mains tendues en fait de partout et il faut juste savoir les voir et les prendre parce qu'en fait il y a beaucoup de ne serait-ce que 60 000 rebonds par exemple est une main tendue et il y a énormément de personnes qui accompagnent justement parce que l'entrepreneuriat ça leur plaît, ça leur parle et que du coup ils ont envie aussi de participer à ces aventures d'une manière ou d'une autre et qu'ils ont envie de tout simplement de filer un coup de main à un moment donné et que il faut savoir le faire. Donc, oui, ça c'est quelque chose de très commun quand on a préparé la table ronde. Tous les trois, vous avez dit c'est important aussi d'aller chercher des ressources extérieures. Dans l'apprentissage, en tout cas de la première entreprise, c'était ça. Après, en même temps, il faut se faire éclairer, mais il faut garder le cap. C'est-à-dire que si vous avez un projet, si vous avez une idée et que vous vous faites perturber en permanence sur l'idée, vous décidez rien. Donc, faut pas se laisser non plus entraîner parce qu'il y a aussi des conseils internes ou externes qui peuvent vous amener à prendre des décisions qui ne sont pas celles qui consistent à aller jusqu'à l'objectif ou garder le cap. Mais l'intelligence collective dont on parlait tout à l'heure, c'est évident. Je reviens sur l'aspect du détail. C'est le souci du détail qui fait qu'à un moment donné, on ne s'est pas assez soucié du détail et puis on se plante. Et se soucier du détail, c'est pas que tout seul, c'est qu'à un moment donné, on le regarde ensemble. Et moi, je prends plus de décisions, ou quasi plus de décisions seul. Alors qu'à ce moment-là, il y a déjà plus de 15 ans, mais j'en prenais beaucoup et vite et seul. Et donc, l'éclairage externe sur des décisions stratégiques est important. Et l'éclairage interne aussi. Et du coup, même s'il faut décider vite, parce qu'on le sait, le monde va très vite et ça bouge tellement vite qu'à un moment donné, vous pouvez vous faire doubler. Pour ne pas vous faire doubler, il faut être dans l'accélération, mais en même temps, il faut prendre, comme disait Thierry, il faut prendre du recul, en même temps que vous êtes monté dans l'hélicoptère pour voir comment ça se passe sur le terrain, vous devez être aussi quasi en simultané dans l'opérationnel sur le terrain. Donc, ce n'est pas facile. D'où l'intérêt de se faire éclairer, soit en interne, soit en externe. Et ça, c'est effectivement ce que je ne fais plus aujourd'hui, c'est prendre des décisions seul à la va-vite, quoi. Et ça, c'est vraiment l'enseignement que vous avez tiré. Je pense que ce que font beaucoup de... Je l'ai fait, mais je pense qu'on l'a fait tous les trois. Beaucoup de jeunes entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, quand ils démarrent, il faut aller vite. On croit qu'on sait, on croit qu'on sait faire. Et puis, on ne se fie pas, peut-être pas qu'à son marché, mais à comment on se dirige dans ce marché-là. Et puis, on dérape, quoi. Alors, quand on dérape une première fois que ça ne va pas au tas, ça va bien. Mais quand vous êtes dans le mur, on le sait, ça fait très mal. C'est ce qu'on disait avec Thierry un peu avant la conférence, beaucoup de l'échange qui est très important pour prendre du recul par rapport à son projet. Mais en même temps, on est d'accord, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut aussi savoir prendre les décisions et ne pas... C'est l'équilibre entre les deux. Parce que ça va vite. Oui, parce que ça va vite et qu'à un moment, vous êtes... et puis, généralement, quand on crée une boîte, c'est qu'on est aussi dans l'action. Sinon, on n'est pas passé... Oui, mais être déterminé, ça ne veut pas dire être sourd. C'est ça. C'est comme ne pas confondre vitesse et précipitation. On est un peu dans ce domaine-là. Ok. Et qu'est-ce qui vous aurait permis, peut-être, Thierry, de rebondir plus vite ou plus facilement avec le recul? Que 60 000 rebonds soient créés plus tôt. Clairement, pour rebondir professionnellement parlant, notamment pour me remettre dans les rails aujourd'hui de l'entrepreneuriat, des conseils judicieux de gens qui étaient toujours dans l'action. Et ça, autour de moi, je n'ai pas trouvé. Clairement, je n'ai pas trouvé. D'accord. Donc j'avais un soutien moral, ça c'est clair, mais pour remettre le pied à l'étrier d'un point de vue professionnel, j'avais personne. Donc c'est de se dire que quand on n'est plus en posture de chef d'entreprise, on est coupé un peu des réseaux aussi. Complètement. Et puis Philippe Rambaud le disait tout à l'heure, vous postulez à un emploi, ça fait tache d'huile, donc les gens ne vous prennent pas. Donc se dire ça va durer combien de temps ? Ça va durer combien de temps? Donc après, c'est l'opportunité de pouvoir retrouver un job, au moins dans un premier temps alimentaire, et puis ensuite de se dire, voilà, j'ai fait mon mea culpa, j'ai tout écouté, j'ai tout vu, j'ai compris, et puis je vais continuer d'avancer. Ok, donc ça aurait été de trouver un réseau plus professionnel. Absolument. D'être entouré Absolument. de professionnels. Ok.
Vous avez rebondi vite, hein, vous, ouais. Marc. Mais, ouais, mais je pense qu'il faut aussi parler de moyens financiers. On en a parlé tout à l'heure. Il en faut un peu ou beaucoup pour démarrer, suivant on va dire l'ampleur de l'entreprise que vous créez. C'est un enjeu majeur. Moi, très sincèrement, même si ça a duré que 3 mois, ça aurait pu durer qu'un mois si j'avais eu les moyens financiers au bout d'un mois. Ça, c'est une chose. Mais après, c'est la relation que vous avez avec l'argent aussi qui fait que vous vous dites, après tout, ce que m'ont dit d'ailleurs mes parents, c'est que plaie d'argent n'est pas mortel. J'avais perdu environ 100 000 euros à ce moment-là. C'était une dimension énorme. Et puis vous vous remettez avec un engagement financier plus lourd que ça pour démarrer. Donc c'est aussi cette relation avec l'argent qui est importante. C'est-à-dire que ça vous glace à un moment donné, mais il ne faut pas que ça vous fiche complètement, parce que sinon vous ne redémarrez pas, parce que vous reprenez des engagements. Les banquiers, comme disait M. Rambaud, ils prêtent, mais ils prennent des garanties. Donc vous êtes obligé de signer en bas à droite la caution. Et vous n'avez pas le choix, parce que sinon vous ne redémarrez pas. À moins que trouver Crésus sur la route et puis qu'ils vous mettent un chèque en blanc l'expert comptable d'1 au million d'euros. tribunal. Non, mais, voilà. Donc là, il y a aussi un vrai, et Philippe en parlait un petit peu sur la notion de l'échec et du rebond, notamment dans les pays anglo-saxons et avec les différentes formes de financement. Mais en France, il y a encore beaucoup à faire sur cette partie. Et puis on est vite fiché. Voilà. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, merci. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Mais on est fiché très rapidement. Mais ça l'est encore. Je veux juste témoigner par rapport à ça d'un entrepreneur en rebond qu'on accompagne aujourd'hui, qui a créé son activité de consulting et qui a signé ses premiers contrats et donc qui avait besoin d'ouvrir un compte bancaire. Et qui est allé voir une banque pour dire j'aimerais avoir juste un compte pour pouvoir, avec un moyen de paiement, sans du tout de crédit. Et il a raconté son histoire et on lui a dit mais monsieur, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Il dit mais comment ça va pas être possible? Ah non, mais avec votre passé, c'est pas possible. Mais je vous demande juste un compte pour pouvoir déposer des factures. Non, mais ça va pas être possible. Il est allé voir une deuxième banque qui, là, lui a ouvert un compte, mais ça veut dire que le chemin, il est encore long. Mais il est d'autant plus long que certains banquiers ne sont pas encore au courant du changement de réglementation. Oui. Donc on y travaille. Je pense qu'il existe des solutions de financement qui sont connues, que sans doute ici quasi tout le monde connaît, que les bons conseils ou les banquiers ne proposent pas systématiquement aux jeunes entreprises, aux entreprises qui sortent peut-être d'un dépôt de bilan. Il y a des moyens, comme disait M. Rambaud, ça coûte. Et ça doit coûter parce que c'est un risque. Mais ça existe. Il y en a et moi je les connaissais pas spécialement avant. Je les ai connus au moment de mon redémarrage et ça m'a permis de redémarrer. Donc effectivement, on a besoin de vulgariser tous ces outils de financement direct ou indirect qui permettent aux entreprises de démarrer ou de redémarrer. Et de réamorcer, ouais. Ok. Et vous, Rémi, qu'est-ce qui vous aurait été utile pour rebondir, plus vite, plus facilement aussi, parce que c'est pas forcément une vitesse, mais alors pas forcément sur le. Moi, j'ai moins pris de risques au niveau financier en fait, donc j'ai moins perdu. J'ai aussi la chance d'avoir j'ai eu du soutien familial aussi à ce niveau-là, donc c'est vrai que j'avais pas forcément ça à reconstruire et cette barrière-là déjà à franchir dans un premier temps. Par contre, il a fallu. Moi, j'avais besoin de cette phase de digestion, une phase de digestion importante pour pouvoir me relancer dans quelque chose de plus risqué que, on va dire, une activité de création de site web. Et donc, finalement, peut-être que c'était plus. Il aurait fallu que j'en parle peut-être plus tôt de cet échec et en parler à un moment. Comme j'ai préféré enfouir et ne pas en parler, j'en ai jamais parlé, mais forcément. Mais je pense que d'en parler, d'en débriefer, d'être accompagné, de se faire accompagner sur... voilà, il y a un échec, et à un moment donné, il faut... Et que, comme Philippe Rambaud l'a dit, nous, on le vit très personnellement comme un échec. On a beaucoup de personnes autour de nous qui nous disent « Mais non, t'as pas échoué, t'as fait des belles choses. » Oui, mais à la fin, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. Donc, il y a un échec qui est vécu très fortement. Et du coup, oui, si à un moment donné, on n'en parle pas de manière approfondie, c'est difficile de réellement passer à autre chose. Donc je pense que l'accompagnement à ce niveau-là, il peut être intéressant. Après aussi, c'est comme je le disais, pour rebondir, il faut aussi une idée.
Donc quelque part, tant qu'il n'y a pas non plus d'idées, et tant qu'il n'y a pas le climat favorable aussi, je pense que c'est compliqué de réellement rebondir si on n'est pas en confiance soi-même, en confiance avec l'image du coup qu'on peut dégager parce qu'on a réalisé telle ou telle bonne chose, et que socialement aussi du coup on n'est pas bien dans sa peau en tout cas. Tant qu'il n'y a pas tout ça, je dirais, qui est quand même remis un petit peu en place, c'est un petit peu difficile quand même d'aller de nouveau au combat, on va dire. Donc c'est aussi de s'occuper de soi pour pouvoir rebondir plus rapidement, quoi. Oui. Se reconstruire par différentes choses, que ce soit personnellement ou professionnellement, mais en tout cas, moi j'ai eu besoin de cette phase avant de me redire, bon c'est bon, j'ai l'idée, j'ai le climat qu'il faut pour pouvoir me relancer. Marc, vous voulez ajouter ? Oui, il y a vraiment un facteur chance, comme tu disais, comme on l'a évoqué. Et si vous forcez pas le destin, ça peut durer longtemps, quoi. Donc à un moment donné, c'est un peu ça, c'est ce que tu as vécu. Moi, je l'ai vécu très rapidement, donc puisque j'ai poussé les portes, je me suis dit, Marc, j'étais presque comme un zombie, quoi. J'ai dit, il faut y aller, il faut sortir du désert. Tu vas pas mourir de soif comme ça. Vous m'avez dit quand on préparait, il faut garder la foi. Oui, mais c'est une forme, bien sûr. C'est vous forcez le destin parce que vous avez la foi en votre projet, et puis qu'il y a des gens qui croient avec vous. Alors, mais il y a un facteur chance, et c'est la rencontre, c'est l'opportunité qui dit que ça y est, à un moment donné, vous avez la dernière pièce du puzzle. Mais si vous poussez fort, ça vient. Et si vous vous faites entourer, ça finit par venir aussi. Alors, ça peut durer. Oui, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est aussi à un moment, si je reste tout seul, de toute façon, les idées elles vont pas venir, les opportunités elles vont pas venir, parce que c'est pas tout seul, moi, dans mon appartement, dans ma maison, où ça va forcément créer la bonne idée et où je vais trouver les contacts et les réseaux importants. Donc c'est de sortir aussi, c'est ça De mon côté, j'ai beaucoup entrepris seul sur les ateliers de la culture. Et donc c'est vrai que depuis, c'est vrai que c'est plutôt quelque chose que je cherche à évacuer, pas toujours forcément avec succès. En l'occurrence, là, on commence à travailler à deux sur Comca, donc c'est vrai qu'il y a aussi un climat plus d'échanges qui se met en place. Et c'est vrai que quand on monte un espace de coworking, là aussi, on cherche à impliquer d'autres gens dans un projet. Donc oui, concrètement, oui, échanger sur un projet, être plusieurs déjà, on répartit les risques, on répartit les inquiétudes, et puis on refait pas les erreurs qu'on a pu faire avant. Ouais, puis moi ce que j'ai vécu aussi du côté purement financier, c'est dur à dire, mais quand vous avez perdu 100 000 euros, que vous êtes endetté à titre perso, à un moment donné, il faut réussir à payer la dette, quoi. Donc si vous n'allez pas vite pour commencer à rembourser la dette, vous êtes mal. Et vous continuez à vous enfoncer financièrement. Oui. Et donc ça pousse aussi, ça vous pousse. Alors après, on ne s'assure pas assez, comme disait M. Rambaud. Moi, je suis toujours pas assuré d'ailleurs. Non, mais je suis toujours pas assuré. Mais ceci dit, voilà, le problème, il est là aussi. Que vous ayez une dette de 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros, faut la payer parce que vous avez signé en bas à droite. Donc vous ne pouvez pas attendre. Ou alors vous trouvez un job de salarié, c'est un peu c'était votre cas. Et puis ça permet de payer la dette. Moi, ce n'était pas mon cas. Puis, et oui, ça vous pousse. Ça vous pousse à... Oui. Voilà. Une des choses aussi qu'on a en témoignage, qui n'était peut-être pas forcément là, mais dans les entrepreneurs en rebond, notamment qu'on témoignait à Bordeaux à la conférence, c'était de se dire aussi à un moment, arrêter l'acharnement thérapeutique. Quand on a une entreprise qui ne va pas bien, il y a une telle envie de pouvoir porter le projet jusqu'au bout, c'est que certains se disent j'ai vraiment fait de l'acharnement thérapeutique. Si je m'étais arrêté plus tôt, si j'avais su que je pouvais aussi rebondir, et là on parle de l'environnement et du contexte favorable pour rebondir, j'aurais peut-être arrêté plus tôt. Les conséquences financières notamment ont été moins grandes et j'aurais pu rebondir plus facilement. Donc ça, c'est quelque chose qui... Moi, j'ai moins traversé ça puisque on a été obligé de changer le business model. Donc il y avait quand même des signes importants, des alertes importantes. Et puis on voyait bien effectivement la baisse du marché. Donc ça, c'était flagrant comme au milieu de la figure. Ce qui fait que j'ai pris la décision, moi, d'arrêter l'activité avant que ça nous coûte. Alors ça m'a coûté, moi j'ai perdu pas 100 mais 80, mais mes créanciers et mes associés, eux, n'ont rien perdu par contre. Je me suis fait un point d'honneur par rapport à ça. Ceci étant, quand on n'a plus rien déjà pour soi, il faut aussi retrouver de
de quoi se loger, se nourrir. Enfin, il y a basique, une urgence, oui. Il y a une urgence, oui. Mais il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour vous arrêter, parce que quand vous êtes l'acharnement thérapeutique, c'est oui. Si vous n'avez pas le toubib qui vous dit non, le traitement, c'est pas ce traitement-là qu'il faut prendre, c'en est un autre, vous continuez parce que vous n'avez pas toujours le choix non plus. Mais ceci dit, l'éclairage, moi, là, je reviens sur la partie conseil qu'on a évoquée déjà à plusieurs reprises. Faut le bon conseil. Ouais. Il en faut peut-être pas 10, mais il en faut au moins 2 qui viennent vraiment vous éclairer et peut-être à un moment donné vous dire non, stop, t'es pas bon, faut arrêter quoi. Ouais. Moi, je sais que j'ai fait au moins 6 mois de trop sur le projet. Hein, on arrivait à un point où on jette les dernières forces et on essaie d'abattre les dernières cartes parce qu'on se dit que ça va peut-être marcher, que ça va peut-être arriver. Et puis finalement, on va carrément à l'abattoir à un moment donné quand on va chercher des financements. Et moi, je suis allé à la ville de Nantes chercher des financements pour les ateliers de la culture et ça a été une catastrophe parce que j'étais plus du tout dans la bonne dynamique, que j'avais pas du tout préparé comme il fallait les choses et que globalement, il y avait les dernières forces qui se jetaient, mais en fait, il y avait déjà, ça faisait déjà longtemps que voilà, c'était plus l'énergie du désespoir qui portait ça. Ouais. Donc c'est aussi un moment d'arriver. On en revient effectivement à se dire quand on est chef d'entreprise de pas aller dans l'isolement pour différentes raisons. Ok. Ça serait quoi je crois que l'isolement, il est quand même nécessaire à un moment donné pour qu'il y ait cette prise de conscience pour rebondir. Il est plus ou moins long, mais il est quand même nécessaire. Oui, non, là je parlais dans la fonction, dans la fonction même de pas rester, comme disait Marc, à prendre tout seul les décisions tout le temps. C'est l'intelligence collective dont parlait M. Rambaud tout à l'heure. C'est essentiel. Ouais. Maintenant, le recul qu'il faut prendre, tu le prends tout seul quand même, parce que si tu t'isoles pour dire quelle décision je vais prendre après tous les conseils que j'ai eus, là, tu es seul, parce qu'on est seul. Oui, à un moment, c'est vous qui prenez les décisions, forcément. Vous êtes le boss, ou le capitaine, comme disait Philippe. Ça serait quoi si vous aviez un message en conclusion à transmettre sur l'échec et le rebond, ça serait lequel, Thierry ? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez eu un échec, vous avez fait un dépôt de bilan que toutes vos qualités, toutes vos valeurs sont à remettre en cause. Il y a eu un environnement qui a changé, on n'a pas su l'appréhender, mais ça n'empêche qu'on est toujours soi et il faut pas détruire son image. Oui, vous aviez dit quand on a préparé la conférence, là, vous disiez on a une belle image. On n'a pas une belle image en tant que chef d'entreprise. Ayant déposé le bilan, mais par contre, on est riche d'une expérience que les autres n'ont pas vécue. Oui, et ça, je trouve que c'était vraiment une belle phrase pour ça. Merci. Rémi ? Moi, ça fait peut-être 3-4 mois que je suis un peu dans cette dynamique et que je saoule un peu mes collègues de bureau avec ça. C'est que je suis très sur l'optimisme, en fait, et que je pense qu'il y a des choses qui font que si on est optimiste, déjà, peu à peu, on met le climat favorable justement pour rebondir et que croire qu'il y a malgré tout ce qu'on peut entendre sur le contexte, etc., le contexte économique, les médias, tout ça, si on sans occulter toutes les difficultés qu'il peut y avoir, si on est optimiste de manière générale, déjà, on se donne plus de chances de rebondir parce que être optimiste de manière générale, ça permet de croire beaucoup plus à nos différents projets, à nos différentes envies. Donc je dirais que c'est ça, quoi. C'est rester optimiste, même si le passage de l'échec, c'est pas un moment où on est optimiste, mais en tout cas savoir le mettre en place peu à peu pour justement, ça participe, ça favorise ce climat favorable dont je parlais tout à l'heure, qui fait qu'à un moment donné, on rebondit réellement et puis on ose du coup un peu plus. Parce qu'on ose voir par un prisme beaucoup plus positif de manière générale, et que voir par un prisme positif, ça permet de prendre des risques aussi et d'oser à un moment donné dire on arrête la création de site web, par exemple pour mon cas, et puis on va se lancer réellement dans ce projet qui tient à cœur parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Oui. Et l'optimisme, ça permet aussi de pouvoir saisir les opportunités qui passent. Si vous n'aviez pas été optimiste, Marc, quand l'expert comptable vous a tapé dans le dos au tribunal de commerce,
Oui, parce que vous l'auriez pas saisi cette chance. On est obligatoirement un peu vendeur de son projet tous les jours, quel que soit le projet. Après, dans la compétition, si à un moment donné vous faites très mal et que vous avez des cicatrices, comme disait M. Rambaud, il y a quand même des belles cicatrices. La richesse de l'échec, c'est ça. C'est certes, on est toujours content quand on gagne la compète, mais quand on se raconte dans mon entreprise, pour les pionniers de l'entreprise qui sont mes premiers aventuriers, on va dire, finalement, ce dont on se souvient, c'est pas de la réussite, c'est de la manière dont on a vécu l'échec ensemble. Et c'est ça qui est fort. C'est la richesse de l'équipe, la force de l'équipe. Et on se souvient plutôt de ça, des efforts qu'on a fait pour réussir, plutôt que de la réussite en elle-même. Si on a passé la barre à 6,10 m, bon, c'est bien. Mais c'est quoi les efforts qu'on a fait ensemble pour réussir ? Pour y arriver. Et puis, je reviens quand même sur le souci du détail. Enfin, je le dis peut-être pour des futurs entrepreneurs, regardez de très près tous les détails. Tous les détails, parce que on s'oublie et puis c'est là qu'on va dans le mur ou qu'on se loupe. Et aujourd'hui, je regarde beaucoup plus tous ces détails que je regardais pas avant. Et donc, je pense que, l'échec, oui, la vision du détail et la prise de recul. Mais mettez-vous systématiquement au-dessus et regardez tous les détails qui font que ça va réussir et qu'on va éviter l'échec. Oui, vous disiez de pas aller, la première fois, vous êtes allé aussi trop vite, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et quand on part trop vite, des fois, on s'essouffle. Et ça dérape. Ça dérape et c'est dur d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter avant que Philippe vienne faire un petit mot de conclusion ? Un message ? Après un temps d'échange, mais... Un message, il faut entreprendre, quoi. Ouais, c'est faut ça. Y aller. Non, mais il y a des risques. Oui, entreprendre, c'est prendre des risques. Et c'est, comme disait M. Rambaud tout à l'heure, je pense que c'est la richesse de l'expérience est très belle. Alors, au-dessus de ça, oui, il y a l'aspect familial ou l'amour dont parlait M. Rambaud. Mais ouais, prenez du plaisir, prenez des risques. Enfin, s'il y en a qui sont dans la salle, qui veulent entreprendre, faites-vous plaisir, il faut y aller. C'est riche, quoi qu'il en soit. Ça rend beaucoup plus vivant. Merci à vous. Merci. J'ai pas grand-chose à dire après ces témoignages qui sont tout à fait marquants. Nous rejoindre. Comment ? Tu peux venir nous rejoindre, Philippe. Ces témoignages sont tout à fait marquants. Je trouve que ce qui va être vraiment intéressant, c'est de dialoguer avec vous si vous avez des questions. Puisqu'on est dans les murs d'une école de management extrêmement réputée, et qui a en plus une image entrepreneuriale bien au-delà de la France, Audencia est très connue, de plus en plus connue, que beaucoup d'entre vous vont être entrepreneurs. Que vous commenciez par le salariat ou que vous commenciez par l'entrepreneuriat, on est à peu près sûr, même si l'avenir est assez imprévisible, qu'on va tous, à un moment donné, être entrepreneurs. Tous. On va tous avoir à gérer notre vie finalement professionnelle et en prendre les décisions. Et ce qui est en train de se développer aujourd'hui aux États-Unis, j'espère que la France ne va pas prendre de retard là-dessus, et peut-être cette conférence va vous donner le goût de ça, c'est ce qu'on est en train d'appeler le fail management, c'est-à-dire le management de l'échec. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, on va se tromper par moment, et c'est pas grave. Et quoi qu'on fasse, il faudra tirer par contre un très grand profit de ce moment précis qu'est l'épreuve. Après, on le vivra comme un échec, comme une aventure, peu importe. C'est après, 8 ans après, on se dit « c'était vachement bien ». Au moment où on le vit, c'était pas très très bien. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Et qu'est-ce qu'on en a fait, non pas pour juste rebondir, mais pour grandir. Et l'épreuve, c'est le moment clé pour grandir, c'est-à-dire sortir plus fort que ce qu'on était avant. La réussite, on jouit, c'est autre chose. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on sache totalement en tirer tout le profit. L'épreuve, l'échec, c'est un moment clé pour grandir. Et ça doit être fait de plus en plus professionnellement. Et ça va s'apprendre, ça démarre aux États-Unis. Il y a des spécialistes qui commencent à travailler ça, à titre individuel et à titre collectif, parce que les grandes entreprises ne travaillent pas très bien non plus leurs échecs. Le post-mortem, parlez à ceux qui sont salariés, parlez à vos patrons du post-mortem. Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à travailler les bad practices ? Moi, je passais surtout beaucoup de temps à travailler les best practices. Les bad, on les mettait un petit peu sous un tapis ou
on trouvait vite des réponses. Non, 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 grosse erreur. C'était le moment où on aurait pu le plus progresser. Je vous reprends la phrase d'Alan Laflé, 80% d'échecs pour 20% de réussite. Voilà. Et c'est parce qu'on travaille bien les 80% d'échecs qu'on fait les 20% de réussite. On n'a pas encore bien appris tout ça. On n'a pas encore tout à fait compris. Je trouve qu'Audencia devrait faire des cours de fail management, devrait développer, si je peux me permettre, s'il y a des gens d'Audencia dans la salle, devrait développer ce savoir-faire parce que ça va se vendre demain. Et ça va être même indispensable. Voilà. Donc voilà un bon signe d'espoir. Et je pense que les Français, qui savent assez bien manier le savoir-être et le savoir-faire, et demain, vous savez que l'économie va être de plus en plus basée sur le savoir-être, avec des savoir-faire de plus en plus volatiles, le travail de l'échec va être un élément essentiel. De toute façon, on vous le demandera sur un CV. Vous verrez, on vous dira combien de fois vous êtes planté, qu'est-ce que vous avez appris. Voilà, combien de fois, qu'est-ce que vous avez appris. Donc là, moi je serais trop vieux, hein. Je serais sur une chaise roulante, mais j'écouterai toujours la radio, et j'espère, et je lirai toujours les journaux. Là, je me ferais vraiment plaisir si un jour, il y a des cours à Audencia et il y a des masters de fail management. Voilà, bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des témoignages, des partages que vous voulez faire dans la salle? Donc la première est... Yves Couillard de l'Institut français des administrateurs. Merci pour vos 3 témoignages qui étaient très, très intéressants. Il y a peut-être un mot que je n'ai pas entendu ici, c'est le mot d'actionnaire. J'ai cru comprendre au travers des entreprises qui ont été décrites que vous n'aviez pas forcément un conseil autour de vous, mais il y avait sans doute peut-être d'autres personnes qui partageaient le risque financier, donc des actionnaires. Et quel a été éventuellement l'échange que vous avez pu avoir lors de ces périodes de difficultés avant donc la cessation de paiement? Ça, je veux bien vous répondre. Moi, j'avais un comité d'administration, j'avais 7 actionnaires avec moi. Ils étaient, quand ça marchait bien, plutôt des sleeping partners. Et quand ça a commencé à être difficile, étant donné que je ne les ai pas emmenés dans la galère, puisque on a pris la décision de mettre la société en sommeil dans un premier temps et de l'arrêter ensuite, voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Mais ce n'est pas eux qui ont aidé au rebond derrière. Si c'est votre question, elle est là. Non. Eux, ils ont eu leurs intérêts de préserver. Donc voilà, ça s'est terminé en bonne intelligence et pour certains, on est restés amis. Moi, j'avais un actionnaire dans la société pour laquelle j'ai déposé le bilan et on était à 51% pour moi, 49% pour lui. Il était fournisseur. Et il m'a dit, bah, tu te débrouilles. Et donc, il m'a laissé gérer mon dépôt de bilan seul. Par contre, dans le cadre on va dire, du redémarrage, du rebond, j'ai trouvé 2 nouveaux actionnaires qui étaient, eux, des anciens salariés de l'entreprise que je gérais et qui m'ont dit, Marc, nous, on croit au projet, on met un peu d'argent sur la table. Et ils m'ont accompagné, évidemment, pour gérer cette traversée du désert. Mais effectivement, il peut y avoir l'actionnaire qui est le bon conseil et le bon éclaireur et peut-être même l'accompagnateur. Et puis il y a l'autre qui est entre guillemets le méchant qui vous laisse tomber, quoi. Et là, c'était mon cas, mais le rebond a permis de trouver des gens sains de corps et d'esprit. C'était aussi ce que vous disiez, d'être très attentif au choix des associés quand on s'associe. Le message. Oui, il faut être très vigilant. Très vigilant, ouais. Voilà, très vigilant par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Merci. J'avais une question pour Monsieur Rambaud. Vous parliez de la vision de l'échec aux États-Unis. Est-ce que vous auriez des exemples à partager avec nous? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui ont vécu des échecs et même qui ont traversé le divorce, les conséquences financières et tout ça? Et est-ce que vraiment ça se passe différemment que pour un Français?
Alors d'abord, les divorces américains, je ne connais pas. C'est pas tellement mon domaine. J'ai eu les miens déjà assumés. Donc je ne sais pas si dans le domaine, on va dire, de la vie personnelle, les choses se passent mieux ou pas. Ce que j'ai vu, c'est dans la vie professionnelle, oui. Oui, j'ai vu en particulier sur la côte ouest à quel point le concept d'échec et de cicatrice dont je parlais tout à l'heure est un concept positif, en tout cas auprès des milieux financiers. Et j'ai vu l'écart, parce que je prenais l'avion toutes les semaines, hein, je faisais mes 11 heures d'avion entre Los Angeles et Paris, et je voyais l'écart et je me disais, mais c'est pas possible, on ne vit pas dans le même monde. Donc ça, c'est vrai. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aux États-Unis, on ne vous pousse pas à échouer. Hein. Bon, on a juste la notion que l'échec est un moment d'apprentissage. Mais personne n'est content quand les actionnaires perdent leur argent. Hein. Bon, parce que c'est un pays basé sur l'argent. Simplement, on ne vous stigmatise pas, on dit « t'as appris ». Et d'ailleurs, on vous dit « qu'est-ce que t'as appris ?» C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se planter. On peut se planter et ne rien apprendre. C'est « qu'est-ce que t'en as fait ? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre ?» Voilà, ça, c'est un facteur qu'on voit, et d'ailleurs qu'on voit à nouveau beaucoup plus sur la côte ouest que sur la côte est. C'est-à-dire dans des métiers où Internet a beaucoup façonné aussi la compréhension des aléas du métier. On dit aux États-Unis, et on le dit à Saclay, sur le plateau de Saclay aussi, donc c'est pas quelque chose qui est franchement américain, mais franchement lié au digital, c'est 3 ans. Il faut avoir fait 3 millions en 3 ans. Si au bout de 3 ans dans la high-tech, on n'a pas atteint 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit la technologie est dépassée, soit on n'est pas arrivé à un point mort suffisant pour commencer à gagner de l'argent. Donc, on vit avec l'éphémère. Et l'éphémère, c'est aussi que par moment, il y a des réussites, par moment, il y a des échecs, que ce n'est pas grave, mais qu'il faut en faire quelque chose, voilà, pour vraiment grandir. Cette notion, moi, quand je me rappelle les cas d'école que je travaillais à l'ESSEC, quand j'étais jeune étudiant, on travaillait sur des cas de Harvard qui avaient 15 ans d'existence. Donc, on était sur des modèles qui étaient le modèle Philip Morris. Bon, oui, d'accord, le tabac, ça n'a rien à voir avec la high-tech. On vivait sur des modèles extrêmement lents, à fréquence très très lente. Bon, voilà, maintenant on vit sur des fréquences rapides. Alors on peut se refaire très vite, c'est ça qui est merveilleux, mais on peut aussi se casser la figure très vite. Donc on va avoir une vie sinusoïdale. Voilà, d'où l'importance de ce fail management. C'est au moment où on a des épreuves, comment est-ce qu'on les vit, qu'est-ce qu'on en fait. Mais ils ne sont pas béats, néanmoins, les Américains, devant l'échec. Hein. Bon, ils ont cette notion de la revitalisation, du rebond, mais il est vrai même collectivement dans tout ce qu'ils ont vécu. C'est un pays nouveau, c'est un pays de pionniers, ils n'ont pas notre histoire, ils n'ont pas notre vision patrimoniale, ils ont digéré différemment le judéo-christianisme. Enfin voilà, on pourrait partir très très loin. Mais un jour, j'étais avec Luc Ferry, qui est un homme extraordinaire, et je lui disais pourquoi faut-il souffrir pour grandir ? Bon, et il m'a dit ça, vous faites référence au judéo-christianisme, bon, il y a peut-être d'autres solutions, on va réfléchir. Bon. Puis il m'a dit à la fin, attendez, revenez. Il dit, vous savez, votre rebond là, tant que vous ne vous attaquez pas au concept de l'éducation nationale et à la manière dont les enfants sont élevés justement à partir de l'âge de 3 ans sur la notion d'échec, les choses changeront très très lentement. Et je lui ai dit oui, mais bon, moi je peux éventuellement m'attaquer à aider avec tous nos bénévoles à 150 entrepreneurs. L'éducation nationale, ça c'est beaucoup trop lourd. Ça, je ne sais pas faire. Il y a même pour lui, assez ça a de été ministres compliqué. qui se sont cassés les dents dessus. Mais c'est vrai que c'est à nous les parents, et vous les futurs parents, de prendre ça en main. C'est ça la nouvelle démocratie. C'est qu'on va arrêter d'attendre que voilà, les institutions prennent ce relais. Et quand on a créé 60 000 rebonds, on n'a pas demandé aux institutions ce qu'ils voulaient. Et maintenant, ils nous aident. Quand les entrepreneurs ont lancé leurs entreprises, ils n'ont pas attendu que les institutions nous disent « allez-y ». Voilà. Donc, à un moment donné, il faudra aussi dans notre vie personnelle, on prenne en compte ces nouveaux contextes. Voilà. Et qu'on s'inspire des bonnes idées. Les Américains, ils ne sont pas géniaux sur tout. Hein. Moi, je ne suis pas admiratif du modèle social américain. Mais dans ce domaine-là, de l'échec et du rebond et de la capacité de grandir, ils ont des choses à nous apprendre. Nous, on a des choses à leur apprendre sur la justice, c'est autre chose. Bonsoir. Lors du débat, là, on a parlé d'acharnement thérapeutique pour justement arriver à la décision de déposer le bilan. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'entreprises où les entrepreneurs sont un peu tout seuls, même s'ils sont accompagnés de leur comptable, etc., mais qui ne sont pas au sein de l'entreprise et qui ne vivent pas tout ce que vit l'entrepreneur.
Et c'est plus un témoignage que je fais, c'est pas une question. C'est surtout de dire que le dépôt de bilan est un acte de gestion, quoi, en fait. Et ça, c'est très important, vraiment, et de prendre la décision au bon moment et ne pas laisser traîner et s'endetter trop longtemps, parce que pour rebondir, justement, je crois qu'il faut avoir pris ces décisions au bon moment et être capable après si on n'est pas trop endetté, parce que quand on est endetté, on subit les 3D, etc. Et je crois que c'est très important de prendre cette décision le plus rapidement possible si on est conscient de la situation. Voilà. Oui, donc s'il y a des gens qui veulent intervenir là-dessus, surtout les personnes là, que je remercie pour leur témoignage, s'ils veulent rebondir par rapport à ce qu'ils ont vécu, je crois que c'est important pour moi. Moi personnellement, j'ai sans doute attendu trop longtemps, mais j'ai voulu honorer mes dettes envers déjà l'ensemble des salariés pour qu'ils puissent être payés jusqu'au bout. Et parce qu'il y avait des commerciaux, des gens qui faisaient du transport, il fallait mettre du carburant dans les voitures ou dans les camions, et c'était des frais de route pour lesquels j'ai été même jusqu'à mettre mon argent personnel et non l'argent de l'entreprise pour payer les frais des salariés. Donc à un moment donné, vous voulez honorer vos engagements, et j'ai été sans doute trop loin, effectivement, mais j'ai été jusque-là parce que je voulais honorer mes engagements envers mes salariés, voire même mes créanciers, les banquiers, parce que quand j'ai déposé le bilan, il y avait toutes les banques, c'était, on va dire, au point zéro. Donc c'est un peu, effectivement, jusqu'où on va. Faut savoir s'arrêter avant, mais j'avais personne pour me dire, Marc, arrête-toi. Donc j'avais pas le bon conseil. Et c'est là que ça se joue aussi. Au moment où vous devez arrêter l'hémorragie, c'est qui le toubib qui vous dit, on arrête. Parce que tout seul, vous pouvez aller, et c'était mon cas, très loin. Plus moralement, ouais, moi c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est vrai qu'on peut aller très loin parce qu'on a l'énergie et qu'on est passionné par le projet. Et que du coup, il y a un moment où on ne sait pas s'arrêter parce que peut-être que ça va marcher. Parce que peut-être qu'en fait, peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se retourner. Mais en fait, on continue dans l'erreur au fur et à mesure. Il y a peut-être un moment où on a peut-être... Alors, il y a le problème de l'endettement, évidemment, mais il y a peut-être un moment où on a le moment de lucidité de se dire, bon là, cette fois, il faut vraiment... Parce qu'il y a un petit événement majeur, entre guillemets, qui fait le déclic et qui fait qu'on arrête vraiment. Mais oui, on est poussé parce que sans doute aussi, l'échec, on n'y est pas préparé aussi, et que du coup, on se préfère se dire non, il faut surtout pas que j'échoue parce que ce serait vraiment le drame absolu. Et je pense que, moi très clairement, depuis qu'on travaille sur ce sujet-là, je suis convaincue que si on porte un regard différent sur l'échec et qu'on a une culture un peu plus anglo-saxonne par rapport à ça, de se dire on monte des projets, on a un objectif, on met tout ce qu'on peut en œuvre pour y arriver. Ça ne fonctionne pas, on s'adapte, ça ne fonctionne pas. Ok, je change et je recommence, je fais autre chose en prenant l'apprentissage. Si on est dans cette démarche-là et que la société a ce regard-là aussi sur votre démarche entrepreneuriale, c'est plus facile pour vous. C'est plus facile en tant que chef d'entreprise de se dire ok, c'est pas si grave que ça. J'ai tenté un truc, mais bon voilà, je vais tenter autre chose. Dans les cultures anglo-saxonnes, quand vous êtes planté, on vous dit et tu refais quoi demain? En France, on dit mais c'est bon, tu vas pas repartir, hein. Tu vas pas recommencer encore une fois. Forcément, quand vous avez deux environnements comme ça, arriver à lâcher le bébé, comme ils disent, c'est plus compliqué. Voilà. Donc il y a aussi pour moi un vrai regard culturel là-dessus, un vrai changement culturel. On prend une dernière question. Oui. On essaie de la traiter succinctement, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on a la salle qui est re-remplie après. Très bien. Je suis Laurent Ferrero, je représente un peu l'Institut Kervégan, qui est un atelier sur l'innovation sociale et le management. Et donc ce sujet de l'échec est quelque chose, je crois, qui est riche pour nous. Je crois qu'on est dans un environnement d'un récit national qui effectivement valorise, stigmatise l'échec, mais valorise aussi extraordinairement le succès. Donc c'est peut-être les deux versants d'un même phénomène.
Et peut-être que si on considère que le succès est aussi une part de chance, une part de hasard, d'avoir commis moins d'erreurs ou d'avoir eu la chance de traverser quelquefois entre les gouttes, mais c'est bien de se munir d'un parapluie, c'est bien de savoir nager aussi, bien sûr, et bien peut-être effectivement qu'on aborde la notion de l'échec d'une manière différente. C'est vrai que la culture américaine est intéressante. Je crois qu'effectivement l'échec, on sait bien la façon dont il est considéré avec moins de stigmatisation. Et puis il y a sa version light qui est le pivot pour ceux qui s'intéressent aux startups. On sait en général qu'une entreprise, une start-up, on la crée sur une idée, mais tant qu'elle n'a pas fait son pivot, c'est-à-dire capitaliser sur ses acquis ou changer de marché, finalement, le projet n'est certainement pas mûr et accompli. J'ai noté qu'effectivement, il fallait aller vers plus de décisions prises collectivement, donc moins de décisions seules. Être déterminé, ce n'est pas être sourd. J'aime beaucoup ces idées. Et puis, il y avait aussi cette idée de plus de conscience. Alors, je suis aussi observateur de la vie américaine, et je suis intéressé par le fait que Google, une entreprise comme celle-ci, nous parle de méditation, qui est en fait une version de ce qui s'appelle MBSR, la pleine conscience, avec une inspiration certes bouddhiste, mais qui nous invite effectivement à regarder nos émotions et être observateur de nous-mêmes. Et c'est peut-être une expérience, lorsqu'on est peut-être dans la fascination du succès, que l'on perd de vue. J'ai envie de vous demander, pour terminer, quelles étaient les perceptions que vous aviez des échecs des autres entrepreneurs avant de vivre les expériences riches que vous avez faites? Excellente question. J'allais le dire. Comme beaucoup, pas forcément très favorable. Mais comme beaucoup, j'avais aussi, parce que là c'est mon passé sportif qui disait ça, les bons arrivent toujours à se relever. C'est l'idée qu'on a, généralement. Bon, après, ça change beaucoup les choses, clairement. Là, on se dit, ça serait peut-être bien, demain, d'appartenir à 60 000 rebonds et d'aller aider ceux qui vont traverser ce désert. Cette année, c'est 64 400 entreprises qui vont déposer le bilan. Il y aura certainement des anciens de Dancia, les années prochaines certainement aussi, il ne faut pas se leurrer. Faut simplement se dire, on sera là pour vous aider. Voilà. Merci. Parce que ça, c'est important. Simplement de même, c'est vrai que puis quand on est dans un incubateur aussi, on voit passer des projets, et des projets qui réussissent pas, et c'est vrai qu'on se dit surtout pas ça en fait, et on s'identifie pas en fait en ces personnes, on n'a pas envie de tomber dans ça, et oui, et surtout on considère peu en fait aussi l'enseignement qu'on pourrait en tirer, alors que pour autant on partage le même bureau. Donc, il y a tout un travail à faire, aussi bien sur nous que sur les autres. Ouais. Moi, je pense que j'ai un peu fermé les yeux là-dessus. J'ai pas trop pris le temps d'analyser parce que ça a été très vite, mais j'avais une mauvaise image aussi de l'entrepreneur qui déposait son bilan. Aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, c'est dans le partage. Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneurs, de création d'entreprises, etc. J'en fais partie, moi, Réseau Bretagne Entreprendre notamment. Mais cette association que je découvre un petit peu à travers cette soirée, je trouve que c'est génial, quoi. Je pense qu'il faut partager ces échecs et du coup, on ouvre les yeux sur ce qui s'est passé chez les autres dans des contextes différents, où là, on va sans doute trouver beaucoup plus de réussite. Donc c'est dans le partage. Je pense que c'est important de développer, tisser ces réseaux, ce parrainage, et puis certainement des débats comme ce soir, quoi. J'ai proposé, votre question est d'une immense pertinence, j'ai proposé, il a accepté, au patron d'une grande banque, le Crédit Agricole, à Lyon. Il m'a dit, j'ai 14 membres du comité exécutif, les 14 vont parrainer un entrepreneur post-faillite. Parce que, et je lui ai dit, l'effet miroir est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du bénévolat gentil, parce que ça ne suffirait pas. Non, il m'a dit, vous parlez de fail management, on va le faire. Et en plus, ça va éventuellement leur permettre un jour, si jamais il faut qu'ils entreprennent eux-mêmes, d'avoir pris des bonnes leçons. Et j'ai dit chapeau, parce que vous êtes le premier à le faire. Et maintenant, quasiment toutes les entreprises avec lesquelles nous réfléchissons à un support éventuel, je leur dis, c'est pas de l'argent dont on a besoin. Évidemment, ça serait bien qu'on ait de l'argent, ça c'est un autre problème. Si on peut, quand même. Oui, si on peut, bon. Mais
On a surtout besoin de mécénat de compétences, que les gens relèvent les manches et viennent aider et viennent parrainer ces entrepreneurs, parce qu'ils vont le faire pour les entrepreneurs, ils vont le faire pour eux. Parce que pour eux, ça va être extraordinaire en matière de formation. Et de changement, évidemment, de regard. Est-ce qu'on voit des jeunes ingénieurs qui veulent rebondir là-dessus sur un projet comme ça? Écoutez, en tout cas, je peux vous citer le cas que j'ai à Centrale, puisque j'ai des jeunes étudiants, tous ingénieurs. La part entrepreneuriale, en tout cas de jeunes qui veulent ou qui réfléchissent à lancer leur entreprise par rapport à ce qui existait il y a 10 ans, a été multiplié par 4. Alors, c'est dû aussi au fait peut-être que travailler dans une grande entreprise industrielle est peut-être moins tentant aujourd'hui que ce ne l'était il y a 10 ans. Mais, et puis de toute façon, à nouveau, je crois qu'ils sont en train de comprendre qu'un jour ou l'autre, il faudra qu'ils soient entrepreneurs de leur vie. Après, le niveau de risque qu'ils prennent, et là, j'allais dire, le fait aussi de le partager à plusieurs, par exemple, presque tous se disent « je ne lancerai pas seul ». On va le lancer à 3 ou 4. Ils savent que ce n'est pas facile, l'association. Ils savent que c'est... Peut-être qu'ils se mettront sur la figure au bout de 2-3 ans. Mais ils disent, et ils ont conscience qu'ils ne possèdent plus qu'une partie du savoir. Que de toute façon, maintenant, la gestion des entreprises, ça va être une mosaïque. Et ça devient comme la médecine, quoi, hyper spécialisé. Et donc, voilà, ils ont compris que c'était aussi l'intelligence collective. Et moi, je ressors de ces cours, parce que c'est des cours qu'on fait pendant 3 heures, je ressors, mais enthousiasmé par cette énergie, cette volonté, cette envie d'entreprendre. Et puis ils savent que parmi ces aventures, il y en aura qui échoueront. Voilà. Enfin, en tout cas, on leur dit, puis on leur dit de se protéger. Enfin, voilà, on leur donne un certain nombre de conseils et on leur dit quand ça arrivera, c'est un moment génial. Voilà, c'est un moment génial. C'est là que vous allez grandir si vous le travaillez bien. Bon, ils ne nous croient pas, hein, évidemment. Bon, d'autant plus qu'ils ne savent pas très bien ce que c'est l'échec. Il y en a un, il m'a dit, si, j'ai connu un grand échec, j'ai raté Polytechnique. Ouais, je lui dis, bon, d'accord. Il me dit, non, mais vous ne connaissez pas mon père. Hein, bon, d'accord, mais vous verrez, avec quelques années de recul, vous réaliserez que ce n'était pas un grand échec. Bon. Alors, je leur prends comme exemple l'échec amoureux. Parce que je dis, au moins depuis l'âge de 13-14 ans, des tôles, vous en avez prises, certainement, garçons ou filles. Vous allez voir, ce n'est pas si loin que ça de ce que vous aurez laissé dans une aventure entrepreneuriale. Il y a des points communs. On vous remercie. Je voulais remercier au nom d'Audencia l'association 60 000 rebonds, Philippe Rambaud et Fabienne Boineau. Et je voulais remercier également les entrepreneurs qui ont accepté de témoigner. Et je voulais remercier particulièrement François Massé, associé d'EY, qui est diplômé de l'école et sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Merci beaucoup. Bravo. Merci à vous.